Bonjour, bienvenue sur le podcast Raison d'être. Aujourd'hui, je suis très content d'accueillir Damien Leclerc de la Chablaisienne. Tout simplement, Damien, est-ce que tu peux te présenter librement, on va dire? Écoute, bonjour, merci de m'accueillir. Toujours compliqué de parler de soi, mais effectivement, donc à la tête de la Chablaisienne depuis bientôt 15 ans. Bourguignon d'origine en fait. Je suis né en Côte d'Or, j'ai grandi dans l'Yonne, pas très loin de Chablis, et donc c'est vraiment ma région. Mais pour autant, le parcours que j'avais imaginé au départ n'était pas du tout celui de revenir dans cette région. Mais le hasard de la vie fait que parfois, effectivement, on peut se retrouver rattrapé. Je ne sais pas si c'est le destin ou autre chose, mais effectivement, j'ai fait des études à Annecy, à Bordeaux, à Nantes. Et petit tour de France. Tour de France, ouais, un peu comme les compagnons. C'est un passage dans la marine nationale, puisque je vais avoir 50 ans, et donc à l'époque, il existait encore un petit truc qui s'appelait le service national. Donc j'ai eu la chance d'être officier dans la Royale. La chance. Presque donc. 2 ans. Ouais, c'était une formidable expérience. L'esprit d'équipage. Pas anodin, ça peut aussi se transmettre à d'autres types d'organisations. Donc entre le rugby, la marine et puis certaines valeurs, c'est vrai qu'après dans le management, ce sont des choses qui sont impactantes. Voilà, et puis donc la filière viticole depuis une vingtaine d'années, avec joie, sachant que ce ne sont pas des activités classiques. Donc soit la passion est là et ça se passe bien, ou sinon il faut vraiment faire autre chose. Et alors, super présentation du parcours très rapide. Si on revient vraiment au début, t'as des parents qui étaient dans le monde du vin, de la famille, pas du tout, non? Absolument pas, non, pas du tout. Non, mes parents étaient dans le secteur médical. Ils soignaient les vignerons et les agriculteurs de la région. Avec leur mot de dos et... Voilà, absolument. Non, en revanche, mes 2 grands-pères étaient chefs d'entreprise. Tous les 2 dirigeants d'entreprise, donc de PME. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et puis, sur l'un des 2, l'un était dans le Châtillonnais, c'est une partie un petit peu sauvage de la Côte d'Or. Et il avait des activités industrielles, production de charbon de bois, scierie, donc déjà très en relation avec la nature. J'ai passé beaucoup de temps avec lui et dans cet environnement naturel. Et donc, pour moi, travailler avec la nature, c'était quelque chose d'important aussi. Donc c'est venu de là. Et puis après, c'est vraiment le hasard, quoi. Et du coup, tu passes, on va dire, ton enfance quand même relativement proche de là que tu es aujourd'hui. Tu as fait un petit tour, comme tu le disais. C'est quoi un petit peu ton parcours au niveau de tes études? Alors moi, j'étais plutôt un excellent élève moyen, pour ne pas dire un cancre, puisque à l'époque, j'étais pas forcément passionné par le système, ou en tout cas, je ne correspondais peut-être pas parfaitement à ce que le système exigeait ou attendait. D'ailleurs, je regrette, mais j'ai un peu l'impression que 30 ans plus tard, les choses n'ont pas beaucoup évolué quant à la gestion de la différence. D'accord. Et c'est un peu dommage, malheureusement. Dans l'éducation, tu veux dire? Oui, absolument. Ouais. J'ai toujours l'impression qu'on essaye toujours de taper sur la tête des gens pour les faire rentrer dans des moules très rigides, alors que il semblerait qu'il y ait quand même 10% d'une classe d'âge qui pourrait, à mon avis, s'exprimer autrement et apporter beaucoup aux autres. Voilà, petit aparté, mais je me permets. On y reviendra peut-être dans la Chablaisienne, parce que l'impact que ça... C'est possible. Et donc, en fait, moi, j'ai poursuivi des études un peu par la petite porte. Donc, j'ai fait un bac D, classique, avec un peu de retard quand même. Et puis un BTS agricole, et ça s'est plutôt bien passé. Parce que pour la première fois, on ne nous traitait pas comme des élèves stupides, mais plutôt comme des futurs professionnels. Donc, une certaine forme de respect et d'équivalence qui ont fait que j'ai plutôt accroché. Donc là, je me suis vraiment bien mis à bosser. Et du coup, j'ai pu faire une petite école d'ingé par la petite porte, puisqu'en fait, il y avait déjà des passerelles. Et puis j'ai pris goût, en fait, étonnamment, un peu sur le tard. Et donc j'ai poursuivi par un 3e cycle en gestion et management. Donc pour quelqu'un qui au départ était assez sceptique, finalement ça s'est bien passé. C'est ça. Puis j'ai même fini par un peu sur le tard à refaire un 3e cycle à Sciences Po Paris, tu vois. Donc d'accord. Il ne faut jamais jurer de rien et ne jamais insulter l'avenir. Voilà, mais c'était un parcours un peu sinueux, c'est certain. Mais toujours avec ce contact avec la partie nature, on va dire. Oui, absolument. En BTS agricole. Donc j'étais en Haute-Savoie, à Annecy, dans un merveilleux environnement. On travaillait plutôt à l'époque sur l'eau, en fait. D'accord. Tout ce qui est aquaculture, en montagne et autres, dans un très bel environnement. À Bordeaux,
puisque je suis un Bourguignon ayant étudié à Bordeaux, ce qui est assez rare. Bien accueilli au retour, quand même. Et à l'aller et au retour. Belle région. Là aussi, des stages assez extraordinaires dans une belle région où, effectivement, la vigne souffre aujourd'hui. Enfin, en tout cas, la filière viticole souffre, mais à l'époque, ça marchait bien. Et puis, il y a d'autres activités agricoles ou agroalimentaires merveilleuses. Et puis, dans une région vraiment fabuleuse en termes d'accueil et de générosité, quoi, des belles rencontres avec des gens remarquables. Donc, un petit attachement, quand même. Oui, et puis une grand-mère périgourdine, donc on n'est pas totalement perdu. Non, pas complètement perdu dans ce beau territoire, donc forcément des bons moments et des beaux souvenirs. Et du coup, tu finis tes études à Nantes, c'est ça, la bouclée. Et ensuite, avant d'y revenir avec Sciences Po, et donc le début de ta vie professionnelle, tu commences où, par quoi? Eh ben en fait, quand je suis descendu du porte-avions sur lequel j'étais affecté, j'ai toujours aimé la mer et ça reste une passion. Et donc j'avais très envie de trouver du travail, mais plutôt au bord de l'eau. Et c'est ce que j'ai réussi à faire en fait, puisque j'ai commencé à Saint-Nazaire, dans le négoce de matières premières agricoles. D'accord, ok. Dans le trading en fait. Simplement comme ça se passait bien, eh bien très vite, on m'a fortement demandé d'aller au siège avenue de la Grande Armée à Paris. C'était nettement moins drôle. Un peu moins proche de l'eau, quoi. Ouais, c'est ça, très proche de la Seine, mais l'eau était un peu moins iodée. Mais toujours est-il que ça a été une très belle expérience. Donc en fait, voilà, j'ai débuté dans le commerce international de matières premières agricoles. D'accord. Et j'ai eu la chance aussi dès le départ de croiser deux très grands patrons. Un grand monsieur qui s'appelle Albert Boisiz, qui était un commerçant incroyable, et puis un autre qui était président du conseil de surveillance, qui s'appelle Jean Miotte. Et c'est vrai, quand on est jeune, quand on débute, avoir la chance de travailler très en direct avec ce genre de personnalité, ça permet peut-être de gagner du temps, ou en tout cas d'enrichir de façon incroyable son expérience. Et ça, c'est vrai que, de ce point de vue-là, j'ai eu la chance de faire quelques très belles rencontres. Déjà dans la marine, puisque sur le porte-avions, on avait un commandant, un pacha, comme on les appelle, qui est un grand monsieur assez extraordinaire. J'ai eu la chance de travailler avec lui aussi, très directement. Voilà, ce sont des patrons ou des mentors? Ce sont plutôt des mentors. Ouais, aussi. Enfin, aussi, on va dire. C'est vrai. Mais j'ai eu la chance d'en croiser 5. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Ça fait pas mal. Ouais. Ça donne envie, c'est inspirant. Et puis ça facilite aussi la compréhension des enjeux, des sujets et des attitudes. Ce qui fait que finalement, pour quelqu'un qui était plutôt un excellent élève moyen, je me suis un petit peu rattrapé par la suite. Magnifique. Je sais pas si c'est magnifique. Avec les bonnes mains tendues, on va dire aussi. Voilà, c'est ça, oui, les bonnes mains tendues, ou les rendez-vous, ou les coïncidences qui font que les enchaînements, parfois, se font merveilleusement bien. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je crois pas trop au hasard, malgré tout. Ouais, tu quittes Paris, enfin, tu ne vas peut-être même pas à Paris, et donc tu changes un peu de branche, c'est ça? Voilà, absolument. En fait, si, je suis quand même resté 2 ans à Paris. Ah, d'accord, ok. Dans cette magnifique ville, et à cette époque-là, j'ai rencontré une charmante demoiselle qui terminait ses études d'avocat à Dijon. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas la Bourgogne, finalement? Et donc, retour en Bourgogne. Et c'est là où, en fait, j'intègre la filière des vins et des spiritueux, mais plutôt pour la partie spiritueux, dans un premier temps, au sein du groupe Boisset, du Saint-Georges. D'accord. Monsieur Boisset ayant à l'époque fait quelques acquisitions, dont l'héritier Guyot à Dijon, club de cassis et liqueurs. D'accord, ok. Et puis d'autres marques. Et donc c'est au sein de ce groupe que j'ai fait mes premières armes, en fait, au sein de cette filière. Et puis là aussi, au contact d'un grand patron, donc Monsieur Boisset, qui en partant de rien, a quand même réussi à bâtir un empire. Voilà, personnalité très exigeante, mais grand monsieur. Vraiment. Et alors, je parle pas mal, moi, avec des gens parfois qui me contactent et qui me parlent du fait de rentrer dans le monde des vins et spiritueux, qui peut paraître un milieu un peu fermé, parfois. Comment est-ce que tu as fait, toi, pour arriver directement dans les spiritueux, alors que tu n'avais pas forcément d'expertise, on va dire, dans ce domaine-là, à l'époque? Alors, pour le coup, c'était très ouvert, en fait. Petite annonce, recrutement, réponse, entretien, et très en avant. Simplement. Ouais, tout simplement. Donc, faut y aller, quoi. Absolument. Et donc là, pour le coup, le mythe de dire micro-société ou société secrète, sincèrement, non, j'y crois pas du tout. Et je dirais même que, à mon sens, c'est intéressant aussi pour nos entreprises d'intégrer des personnes qui, justement, ont vu d'autres choses. Parce qu'effectivement, pendant trop longtemps, en tout cas, dans certains territoires, dans certaines maisons, elles ont vécu en vase clos. Ouais. Et c'est vrai que dans ce monde en pleine mutation, pouvoir,
j'irai intégrer des personnalités avec d'autres histoires, d'autres parcours, d'autres richesses. Ce sont vraiment des atouts pour nos entreprises. Ok, Voilà. très intéressant Ouais. comme témoignage. Et du coup, donc tu es dans le groupe Boisset, tu y restes combien de temps? J'y suis resté 5 ans Ok. et j'ai eu la chance d'évoluer et de faire pas mal de choses différentes en fait. Donc les spiritueux au départ, plutôt sur des fonctions commerciales en fait. Et puis après l'univers des vins, un petit peu d'export. Finalement, assez vite, je suis devenu un peu un couteau suisse. Ouais, effectivement. Ouais. Voilà pour le groupe et voilà, pour moi c'était fabuleux parce que c'est la chance aussi de découvrir, de comprendre, d'apprendre, de rencontrer. Et donc ça a été vraiment une belle expérience. Si ce n'est que voilà, les limites du système, c'est qu'on était dans une société familiale et donc en termes d'évolution et de projection, ce qui est logique, hein, la famille était en place et moi j'avais envie d'avancer et de continuer d'apprendre en fait. Hein. Bien sûr. Et c'est comme ça en fait que j'ai quitté le groupe Boisset en bon terme hein, d'ailleurs. Important. Oui, c'est essentiel. Encore une fois, ne jamais oublier d'où on vient et puis ne jamais insulter l'avenir. C'est important. Et à ce moment-là, j'ai pu intégrer le groupe Picard à Chassagne-Morachet pour occuper pour la première fois en fait un poste de directeur général. D'accord. Voilà. Et donc, ce que je disais, bon, j'ai un peu traîné au départ et là, je me suis un peu rattrapé puisque j'avais une trentaine d'années. Ouais, Donc, ce qui est assez jeune pour être directeur. C'est jeune. Alors, je sais pas si c'est une très bonne idée à l'arrivée finalement. Ah bon? Non, mais si, mais en fait, c'est un peu. Quand on a envie d'entreprendre, c'est un peu le rêve. Mais ce qu'il faut pas oublier ou ce qu'on découvre un peu sur le tard, c'est que souvent quand même la contrepartie du pouvoir ou d'une forme de pouvoir, c'est aussi la solitude, le stress et d'autres éléments que l'on n'imagine pas forcément au départ. En revanche, le fait d'avoir eu la chance de commencer très tôt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 50 ans, j'ai 20 ans d'expérience de DG. Bah oui. Voilà, et ça c'est pas mal. Ça aide peut-être un peu Ouais. plus déjà. Ouais. Et tu arrives rapidement à la Chablisienne, comment ça s'est fait? C'est eux qui sont venus te chercher ou... Oui, en fait, à l'époque, mon prédécesseur, Alain Cornelis, arrivait à un âge où il envisageait de prendre de très grandes vacances, et donc il cherchait un successeur. Et effectivement, j'ai été approché et sollicité. Alors, je veux dire qu'au départ, j'étais quand même un petit peu intimidé parce que Alain Cornelis, mon prédécesseur, était vraiment un leader charismatique. Et quand on parlait de lui en Bourgogne, c'était quand même un grand bonhomme. Et c'est vrai que moi, j'avais du mal à 35 ans à me projeter et à imaginer que potentiellement je pouvais prendre sa succession. Mais voilà, ça s'est fait finalement assez simplement et ça a été un retour aux sources dans ce beau département de Lyon et dans ce magnifique territoire du Chablisien. Bon, avec une petite particularité, c'est que j'ai eu l'immense privilège d'arriver à la Chablisienne le 1er juillet 2008, quelques semaines avant le début d'une toute petite crise financière. Toute petite. Et je dois dire que ça permet de tester ses réflexes et son expérience précédente, mais ça n'a pas été de tout repos. Donc tu avais déjà été DG, il fallait un nouveau défi, quoi. Exactement, voilà pour le coup. À l'époque, nous étions très dépendants du marché britannique et ça a été vraiment une période très rude, hein, puisque notre importateur en fait au Royaume-Uni a eu la géniale idée de travailler avec une banque islandaise qui s'appelait la Landbanski. C'est la première banque qui est tombée au moment de la crise financière. C'est bien. Parfait. Voilà, donc tout était parfait, vraiment. Ouais, parfait. Vraiment un bizutage exceptionnel qui a duré une bonne année. Mais en même temps, voilà, ça permet aussi de continuer l'apprentissage et puis de tester un peu les automatismes ou les réflexes que j'avais pu acquérir précédemment. Aujourd'hui, j'en parle en plaisantant, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas si évident que ça. C'était pas simple, quoi. Ouais. Ta connaissance, on va dire, plus ou moins de fonctionnement des marchés via ta première expérience pro t'a aidé un petit peu peut-être, non? Oui, non, mais bien sûr. En fait, certes, la Chablisienne est une coopérative, mais en fait, dans son fonctionnement depuis 1947, elle fonctionne comme une maison de vin. Donc, de ce point de vue-là, si ce n'est les relations avec le conseil d'administration et les vignerons, sur le fonctionnement interne, je dirais que je me suis retrouvé sur des schémas et une dimension à peu près équivalente à ce que j'avais pu connaître précédemment. Et puis effectivement, oui, la connaissance des marchés, la connaissance des enjeux, la connaissance des interlocuteurs sont des éléments facilitateurs, c'est indéniable. Et puis finalement, le fait le retour aux sources, c'était plutôt bien perçu et apprécié aussi. Donc de ce point de vue-là, l'accueil a été chaleureux
Et les gens étaient contents de me voir revenir et de voir quelque part un gamin du pays revenir à la tête de la Chablisienne. Ouais, c'était bien vu en interne. Ouais, c'est plutôt... On m'a fait quelques vacheries, mais pas celui de dire que j'étais extérieur à la région. Voilà. Ça, c'était pas possible. Ouais, du coup, parle-nous un petit peu de la Chablisienne, peut-être au moment où tu es rentré, et même aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, la Chablisienne? Je dirais qu'elle a beaucoup évolué, hein, puisque, comme tu le sais, nous nous préparons à célébrer les 100 ans de cette grande dame, puisqu'elle a été créée le 1er mai 1923, et nous allons nous retrouver le 13 mai 2023 pour faire une petite fête avec nos vignerons salariés et amis. On devrait être 500, je crois, à peu près. Une petite fête. Voilà, c'est ça, une petite fête pendant 2 jours. Mais c'est quand même une histoire absolument étonnante qui se poursuit. Et j'espère qu'elle va se poursuivre encore longtemps, puisque chaque génération apporte sa pierre à l'édifice. Et tu disais tout à l'heure, effectivement, 15 ans déjà à la tête de la Chablisienne. Mais ça, c'est un élément majeur. C'est-à-dire qu'en fait, les dirigeants qui se sont succédés se sont toujours impliqués durablement. Et c'est vrai que dans nos métiers, nous sommes sur des métiers à cycle long. On ne récolte, on ne vinifie qu'une fois par an. Et finalement, 15 ans, c'est beaucoup, mais ce ne sont que 15 millésimes. Oui, c'est qu'un cycle, on va dire. Voilà, donc c'est pas non plus, en termes de retour d'expérience, ça n'est pas tant que ça. Et quand tu prends, par exemple, un œnologue en numéro 1, c'est assez rare, en fait, qu'il vinifie plus de 25 campagnes comme numéro 1. Et c'est pas tant que ça, finalement. Donc ça, c'est la particularité de nos métiers. Et puis la Chablisienne, sa grande particularité, c'est qu'en fait, en 1923, quand elle a été créée, principalement par des femmes, hein, d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'elle s'appelle la Chablisienne, eh bien la promesse n'était pas une promesse de produire ensemble, comme ça a été le cas dans beaucoup de coopératives, mais plutôt de se regrouper pour commercialiser ensemble. D'accord. Et donc, ah oui, complètement, ouais, complètement. Donc l'ADN de la Chablisienne, au départ, c'est un projet commercial et marketing. Et c'est ce qui fait que dès 1926, on a une affiche Lutetia absolument extraordinaire qui existe toujours aujourd'hui et qui est totalement indémodable d'ailleurs. C'est assez étonnant. Et puis, on a fait le chemin inverse. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est seulement à partir de 1947 que les vignerons ont décidé de mutualiser des outils techniques. Donc depuis, ça s'est fait. Voilà, complètement. Mais dans l'autre sens, en fait. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de particulier. Puis un autre élément qui est très fort, c'est que souvent, dans pas mal de territoires, la coopération, elle est quand même encore un peu politisée ou très syndicale dans son approche. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas été le cas, puisque ça a bien été le cas. Entre 1923 et 1947, il existe 2 structures coopératives à Chablis. Donc, la Chablisienne, créée par un prêtre, et la cave de Chablis, créée par quelqu'un qu'on pourrait identifier comme étant un leader politique plutôt d'extrême gauche à l'époque. D'accord. Et donc, le combat idéologique, il existe, en fait, entre 1923 et 1947. Et comme on le sait, le combat idéologique, ça mène souvent à de belles réussites. La preuve, c'est qu'en 1947, les deux sont quasiment en faillite. Et le Crédit Agricole siffle la fin de la plaisanterie en exigeant la fusion. En exigeant la fusion. Voilà, okay. Et donc en 47, les deux entités fusionnent et on devient la Chablisienne, cave coopérative de Chablis à ce moment-là. Et le premier directeur général est embauché. Et à partir de ce moment-là, on ne fait qu'une seule chose à la Chablisienne, de l'économie, de l'économie, de l'économie et de l'économie. Voilà. Si quelqu'un a des ambitions politiques, pas de problème. Mais on ne franchissera pas au conseil d'administration de la Chablisienne. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal en fait, parce que ça explique aussi, à mon sens, les progrès, l'évolution et le fait qu'aujourd'hui, je le revendique clairement et je le dis assez souvent, nous sommes avant tout une belle maison de vin sous statut coopératif. D'accord. Et ça, c'est vraiment une grande particularité de la Chablisienne. Et puis après, la Chablisienne, c'est aussi une marque. Mais finalement, cette marque, elle a quand même été créée en 1923. Et la création, elle est là sur un projet commercial. Donc, je pense que ceci explique cela aussi. Ok. Et si on rentre du coup plus globalement sur l'étendue de la Chablisienne, le nombre de coopérateurs, peut-être le nombre d'hectares, peut-être même que ça couvre. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une partie qui est en propriété à la Chablisienne et une autre partie qui est par les coopérateurs? Comment ça fonctionne aujourd'hui? Alors effectivement, j'ai une petite photographie à date. La Chablisienne aujourd'hui regroupe 200 vignerons. D'accord. Voilà, donc c'est 200 vignerons. Donc sur 500 personnes en une soirée, c'est rempli rapidement. Voilà, en fait. ça risque d'aller assez vite. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre par rapport au fonctionnement coopératif, c'est que ces 200 vignerons sont les copropriétaires de la Chablisienne.
D'accord. Voilà, c'est bien l'image qu'il faut avoir. Et donc, chaque année, nous collectons et nous vinifions l'équivalent de 1200 hectares de vignes. Et 1200 hectares de vignes, quand la nature est un peu généreuse et que les aléas climatiques ne nous perturbent pas trop, ça représente quand même entre 8 et 9 millions de bouteilles. Donc, à vinifier, puis à commercialiser. Bien sûr. Voilà. Et donc, l'équipe de salariés n'est pas très importante, puisque, en fait, nous ne sommes que 76 salariés permanents à l'année pour mettre en marché ces 8 millions de bouteilles, avec en 2022 54 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 60% à l'export et à destination de 92 pays. Donc notre premier marché, c'est l'international en fait. Ok. Voilà. Et ça, c'est une merveilleuse richesse d'avoir la chance de travailler avec le monde entier et de rayonner dans le monde entier. Et puis l'autre particularité, c'est qu'effectivement, nous sommes propriétaires de 2 domaines viticoles. Donc le premier à Chablis, c'est le domaine de Château-Grenouille, donc 7 hectares 40 de Chablis Grand Cru. Alors ce domaine, en fait, nous l'exploitons directement avec nos salariés. Et puis un autre domaine en Côte d'Or, dans les Hautes-Côtes de Nuit, au-dessus de Nuit-Saint-Georges. Donc ça, c'est un peu le hasard qui a fait ça, mais en fait, c'est une très belle structure. D'accord. Avec 70 hectares de vignes à Villars-la-Feuille, dans les Hautes-Côtes de Nuit. Voilà. Ok. Donc un peu de vin rouge, parce que très majoritairement, nous sommes quand même blancs et cépages chardonnay. Oui. Et donc, finalement, en termes de complément de gamme, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est assez intéressant. Ouais. Et si on rentre vraiment... je suis assez curieux, moi, de savoir comment ça fonctionne, une coopérative. Je pense qu'il y a peut-être même plusieurs fonctionnements et plusieurs types de coopératives. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est des gens qui adhèrent à quelque chose? Comment est-ce que les vignerons peuvent intégrer ou sortir de ce genre de structure? Effectivement, le principe, c'est l'adhésion. Donc, tous les vignerons peuvent faire acte de candidature pour adhérer à la Chablisienne. Et dans ce cas-là, c'est le conseil d'administration qui est souverain. Donc, D'accord. le conseil d'administration va étudier la demande ou la candidature, et puis il a la possibilité d'accepter ou de refuser cette adhésion. Nous avons pas mal évolué, parce qu'en fait, au tout début, les durées d'adhésion étaient très longues, mais ça se comprenait puisqu'il y avait des investissements matériels très forts. Ouais, bien et donc, au début, en tout cas. Clairement, il fallait pouvoir les financer durablement. Aujourd'hui, on est sur des contrats d'adhésion qui sont d'une durée de 5 ans. D'accord. Et puis, qui peuvent être dénoncés effectivement au terme de ces 5 ans ou renouvelés par tacite reconduction, le cas échéant. On a eu quelques soucis en 2016 avec quelques départs. Mais là, on est plutôt bien reparti dans une belle dynamique. Et puis, finalement, compte tenu de notre projet de montée en gamme, ceux qui sont restés, ceux qui sont là savent pourquoi ils sont là et se positionnent bien dans ce projet qualitatif. Donc, Et sur la partie, on va dire, des vignes, oui. Est-ce qu'ils ont un cahier des charges soumis par la Chablisienne? Comment est-ce que ça fonctionne? Parce que la Chablisienne, c'est aussi, comme tu le disais, une marque. Oui. Donc, il y a une qualité oui. à avoir, une réputation. Comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Effectivement, on a une commission technique qui va définir, ce cahier des charges, il est défini depuis pas mal de temps. Mais en tout cas, elle va se réunir 2 fois par an et potentiellement amender et faire évoluer le cahier des charges pour le faire progresser. Derrière cela, les vignes vont être auditées 2 fois par an. 2 fois par an. Voilà, on va également contrôler les méthodes culturales, contrôler les traitements, s'assurer que les règles sont respectées. Nous sommes également dans une démarche de développement durable, donc avec TerraVitis. Quelques domaines sont également certifiés bio. Mais quelque part, cette notion de développement durable, c'est quelque chose qui était à la base de la création du cahier des charges, puisqu'en fait, ça date de 1990, et nous étions l'une des premières coopératives à rentrer dans la démarche Agri-Confiance, qui était déjà un premier label en termes de développement durable. Donc ça, c'est pour la partie viticole. Après, au moment des vendanges, effectivement, c'est nous qui allons prendre la décision de partir en vendange, sachant que, comme j'ai dit précédemment, 1200 hectares, ça fait quand même un joli domaine. Oui, c'est une logistique. Donc il y a un petit peu de logistique et d'organisation. Mais on prend cette décision sur la base, en fait, d'un suivi maturité qui va démarrer chaque année au 15 août à peu près, avec de nombreux prélèvements et de nombreuses analyses. Ouais. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très scientifique, de très cartésien. Et sur la base de ces éléments, effectivement, on va se projeter pour donner le top départ. Et puis, l'une des particularités aussi, c'est qu'à la Chablisienne, tu ne trouveras pas de pressoir.
puisqu'en fait, les pressoirs sont restés au sein des exploitations de nos vignerons. D'accord, ils pressent localement. Voilà, c'est Ok. ça. Et donc, nous, à ce moment-là, on a des petits camions qui ressemblent beaucoup à des petits camions laitiers. Et donc, on va aller chercher au sein de ces exploitations le jus de raisin. Donc, en fait, le raisin pressé. Donc, vraiment le mou naturel à l'état brut. Et nous, notre engagement, c'est effectivement de pouvoir retirer ces mous le plus rapidement possible pour éviter l'oxydation prématurée. Mais je pense sincèrement que c'est un gage de qualité, parce que ça veut dire que avec 200 vignerons, on a quand même 90 sites de pressurage. Et donc, la matière première, la noble matière première, elle va être travaillée au plus près de l'exploitation. Et donc, les délais de transport sont limités, et le risque d'oxydation l'est aussi. Et puis, quand ces jus de raisin arrivent à la Chabisienne, avant de décharger le camion, systématiquement, les jus vont être dégustés et analysés, et notés. Et à partir de là, l'itinéraire technique va être adapté en fonction de la qualité. D'accord, Voilà. ok. Et tout ça, au bout du bout, ça va donner une note, en fait, aux apports collectés. Et puis, la notation va impacter la rémunération des producteurs. Donc, il y a quand même aussi un côté incitatif, même si, de ce point de vue-là, on va plutôt traiter des primes en positif, et non pas des dégradations. C'est pas des sanctions? Non, parce que, sincèrement, nous ne sommes pas là pour jouer aux gendarmes, c'est pas notre boulot. Oui, bien sûr. Nous sommes déjà dans des activités hyper trop, beaucoup, énormément réglementées. C'est insupportable d'ailleurs. Donc on n'est pas là pour jouer aux gendarmes. Et donc l'idée, c'est plutôt d'être dans une démarche d'accompagnement positive pour permettre aux uns et aux autres de progresser et de partager en fait cette ambition qualitative. Bon alors, Damien, on a la chance d'avoir comme partenaire le Nez du Vin, qui est un coffret de 54 arômes absolument génial, que tu connais, il me semble. Absolument. Voilà. On va s'amuser à un petit jeu ensemble. Il y a 5 petits arômes synthétisés sur la table. Je vais te laisser choisir les numéros qui sont là et puis tout simplement les sentir un par un. On peut en prendre 3, on va dire. Allez, j'ai commencé par le numéro 10. J'espère que je ne serai pas trop ridicule. Puis je n'ai pas eu le Covid, donc je n'ai pas d'excuses. Ah. Alors j'ai pris des arômes qu'on peut retrouver potentiellement dans le vin de la région de Chablis. Et petit indice, c'est un fruit. Les fruits jaunes peut-être, le coin. Alors on n'est pas loin du coin, mais c'est pas fruit jaune. On est exactement. Alors c'est pas loin du coin, c'est dit dans les mêmes familles, c'est les fruits blancs pour le coup, c'est la poire. Ah ok. Et généralement quand on le dit, on sent d'un coup ça arrive. Effectivement, l'association est parfaite. En fait, le plus compliqué, c'est ça. C'est clairement les arômes, on les connaît tous, et c'est effectivement de connecter le cerveau avec le terme exact. Alors, c'est vrai que nous, on travaille plutôt sur des tendances que sur des arômes. Bien sûr. C'est plutôt fruits jaunes, fruits rouges, sous-bois, etc. Ouais, bien sûr. Dans nos métiers. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant. Allez, on continue. On s'amuse. Et ce qui est très très drôle d'ailleurs avec ce jeu, je trouve, c'est que il y a des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de boire du vin, qui sont parfois très très forts à ces jeux, qui ont une identification et une mémoire olfactive qui est tu sais, quand j'ai travaillé chez l'héritier Guyot à Dijon, ouais. Les fruits. Voilà, sur les fruits rouges, effectivement, beaucoup de travail au niveau des infusions. Et une autre particularité, nous réalisions à l'époque des infusions de bourgeons de cassis qui étaient utilisés en parfumerie. Et de temps en temps, nous avions quelques personnes qui arrivaient de Grasse. Donc c'est vraiment le temple, le temple des parfumeurs en fait, ou des élaborateurs d'arômes, avec des nez absolument incroyables. Et des gens qui étaient totalement incollables. Et alors moi, je suis à des années-lumière de tout ça. Ah bah, chacun son métier aussi. Oui, c'est ça, mais c'est un travail de tous les jours aussi. C'est plutôt agrumes, là. Ouais, t'es dans la bonne famille déjà. C'est plus marqué. Moi, je dirais citron. Ouais, c'est citron. Ouais. Bon, c'est plus facile déjà. Ouais, c'est plus facile. Ouais, celui-là, il est beaucoup plus franc. Plus puissant. C'est plus franc. Allez, le 25. Je suis ravi de te dire que tu n'as pas pris le plus simple des 3 derniers. Merci. Et en plus, t'as vu, j'ai pas repris 2 fois le même, donc bon, je le connais celui-là. J'ai donné un indice. Je sais plus que tu as été confronté à caramel, non? Non, à cette odeur ce matin. C'est le beurre. Ah, ok. Ouais, c'est... Bon, moi, je vais m'entraîner un peu, parce que franchement... non, mais c'est un jeu qui est vraiment pas évident. Jeu. Ouais, c'est vraiment pas évident. Alors, il y a celui-là, puis un autre jeu que je vous conseille aussi, c'est d'acheter des verres opaques. Des verres noirs. Ouais, les verres noirs. Et de servir un vin. Et je vous assure que même la différence entre un vin blanc et un vin rouge en verre opaque
parfois c'est pas si évident. C'est pas évident du tout, quoi. Ouais, Alors ça, on le fait régulièrement à la Chablisienne. On a investi dans des verres opaques. C'était assez drôle. C'est assez marrant et ça peut être piégeux de la même façon. Il y a quelques temps, juste pour voir, je leur ai fait déguster 3 bouteilles de Chablis neutres, sachant que c'était 3 fois les mêmes, mais je leur ai pas dit. Et personne n'a trouvé que c'était. Mais non, ils ont tous trouvé une différence. Bah oui. Comme quoi le cerveau Ouais. est déjà prédisposé et très engagé en fait. Mais ce sont des jeux intéressants. Mais c'est vrai que c'est un super outil. Ça. Bon, en tout cas, c'est chouette. Pour les verres opaques, on y pense ça pourra peut-être faire l'objet de Ouais, c'est très rigolo ça. Bon bah super. Revenons-en un petit peu au monde du vin. Si tu nous parles du coup, on va dire du terroir sur lequel vous agissez, qui est vraiment le Lyon et plus précisément Chablis. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différents terroirs, des différents appellations qu'on trouve aussi, la différence dans ces appellations? Alors Chablis, c'est vrai que c'est assez simple en fait. Déjà, en termes de cépage, nous n'avons qu'un cépage, le magnifique cépage chardonnay. Donc ça, c'est très facile. Et puis après, d'un point de vue géologique, en fait, on va parler de 2 environnements calcaires un peu différents, qui ne datent pas de la même époque. Donc le premier, c'est le Quiméridgien. Okay. Donc ce Quiméridgien, en fait, il est facilement reconnaissable, en fait, puisque ce sont des grands blocs calcaires qui sont souvent des agglomérats de petits coquillages, et notamment d'huîtres, de toutes petites huîtres qu'on appelle Ostrea virgula, des petites virgules, en fait. Okay. Et en fait, on peut l'imager assez facilement, c'est-à-dire qu'en fait, le Chablisien était finalement la partie sud-est d'une mer qui allait du sud de l'Angleterre jusqu'à Chablis. D'accord. Il existe au Royaume-Uni, au sud-est du Royaume-Uni, une baie qui s'appelle la baie de Kimmeridge, qui a donné son nom au Quiméridgien. Et c'est dans cette région, d'ailleurs, du Royaume-Uni, que les Anglais ont planté de la vigne aussi. C'est pas que le hasard. Donc, Quiméridgien, voilà, c'est vraiment le principal, et notamment les coteaux. Et puis, le deuxième environnement, c'est le portlandien. Donc, c'est un calcaire qui est un peu plus dense, et qu'on va trouver sur les plateaux, en fait. D'accord. Voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après, donc le chardonnay plus ce terroir, de ce terroir, on va définir 4 niveaux d'appellation. Donc Chablis Grand Cru, le plus petit, une centaine d'hectares. Chablis Premier Cru, 750 hectares. Chablis, 3000 hectares. Et Petit Chablis, 1200 hectares environ. Voilà. Okay. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Grands Crus, Premier Cru et Chablis sont principalement dans les coteaux et sur les zones qui sont, d'un point de vue géologique, en Quiméridgien. D'accord. Alors que le Petit Chablis est plutôt sur les plateaux, au-dessus des vallées, et sur ce secteur portlandien. D'accord. Voilà. Donc des typicités un peu différentes, même si aujourd'hui, je pense que sincèrement, les écarts se resserrent entre Chablis et Petit Chablis avec le vieillissement du vignoble, qui fait qu'aujourd'hui, qualitativement, on a des petits Chablis qui sont tout à fait remarquables également. Et du coup, si on parle de la Chablisienne, vous êtes répartis comment? Vous avez on va dire des vignerons, des coopérateurs qui sont sur toutes les Oui, alors aujourd'hui, effectivement, nous couvrons les 4 niveaux d'appellation, avec la chance de pouvoir vinifier chaque année environ 30 cuvées différentes. Okay. Donc ça nous laisse quand même un grand panel de choix, et ça laisse à nos consommateurs éclairés la possibilité de découvrir chaque année de nouvelles cuvées, de nouveaux terroirs. Ça, c'est vraiment une grande force. Qui plus est, en couvrant 1200 hectares sur les 5000, en fait, la chance que nous avons, c'est qu'en fait, nous sommes positionnés sur l'ensemble du territoire. D'accord. Et donc, en termes de richesse et de complexité, aujourd'hui, sincèrement, je pense que nos produits sont d'une rare densité aromatique, en fait. Ok. Bon, ça c'est génial. Ça vous permet d'offrir une gamme, on va dire, qui est assez étendue et de proposer, du coup, à tous, on va dire, les consommateurs un choix de tout ce qu'offre Chablis quasiment, quoi. Absolument, ouais, c'est vraiment merveilleux. Et puis l'une des particularités de la maison aussi, c'est que très clairement chez nous on se fait plaisir dès le premier niveau, puisqu'on a aussi un petit peu de Bourgogne Chardonnay. Et moi j'attache beaucoup d'importance aux entrées de gamme. C'est toujours facile de briller avec un grand cru. Ouais. Mais objectivement, pour se faire l'idée d'une maison de vin, commencez toujours par déguster les entrées de gamme. Si les entrées de gamme sont top, clairement, quand vous allez monter dans la hiérarchie des appellations, vous ne serez jamais déçu. Oui, c'est vrai que d'ailleurs, moi, par exemple, si je vais au restaurant, je prends parfois des petites appellations de grands vignerons, plutôt que des grandes appellations de vignerons parfois un peu moins connus. Exactement. Ouais.
Et c'est toujours assez intéressant de voir l'expression sur ces appellations-là, et à quel point aussi ils se démarquent déjà sur ces appellations. Bien sûr. De toute façon, le succès, on parle de vin, on parle de vignoble, on parle de terroir, mais c'est bien l'association d'un cépage, d'un terroir avec des particularités géologiques et climatiques. Et puis derrière, ce sont bien évidemment le savoir-faire des femmes et des hommes qui travaillent toute l'année dans les vignes, en cuverie, en vinification. On a également des vigneronnes de talent. Nous avons également une œnologue à la Chablisienne qui travaille remarquablement bien. On en a un et une en fait. La parité est respectée, chacun avec sa propre sensibilité. Mais c'est bien l'association en fait entre ce cépage, ce savoir-faire et ce territoire avec la géologie d'une part et le climat. Oui, et puis cette histoire, on va dire, humaine, quand il y a autant de gens dans une coopérative, il y a un rôle humain ultra important. Ah ben très clairement, une coopérative comme la nôtre, on parlait de 75 salariés, de 200 vignerons, mais finalement, quand on compte tout le monde, y compris les salariés des vignerons, c'est quand même une entité implantée depuis un siècle dans ce territoire et qui fait vivre environ 1000 familles tous les mois. 1200 hectares, 1000 personnes. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc c'est quand même, oui, effectivement, c'est important. Ok. C'est important. Impressionnant. On arrive tranquillement du coup sur notre sujet, nos sujets de prédilection, on va dire. Quand on est un aussi gros acteur dans le monde du vin, il y a forcément des défis qui s'offrent à nous, je suppose. Parmi ces défis, il y a le changement climatique, enfin cette problématique environnementale en tout cas. Ce que j'ai adoré, c'est que j'ai vu en 2014, j'ai vu une vidéo de toi lorsque vous étiez coopérative de l'année par la RVF, nommée coopérative de l'année, que tu abordais le fait que les vins avaient déjà beaucoup changé depuis 10 ans. Et c'était en 2014. Ça peut paraître un peu précurseur à l'époque. Il y avait moins de personnes qui en parlaient qu'aujourd'hui. Hélas. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots des défis, on va dire, que cela représente pour la Chablisienne aujourd'hui? Défis majeurs pour la Chablisienne et puis, je pense, défis majeurs plus globalement pour l'avenir de la planète. Alors, moi, je veux pas tomber dans du catastrophisme parce que malheureusement, sur les réseaux sociaux ou autres, on a quelques spécialistes qui nous annoncent tous les 2 jours la fin du monde. Et je ne pense pas que ce soit en faisant peur et en terrorisant les gens que l'on va susciter les évolutions nécessaires. Après, nous concernant, tu parlais de 2014, malheureusement depuis, les choses ne se sont pas nécessairement arrangées puisque finalement en 2019, 2020 et 2021, les aléas climatiques étaient présents et ont fait que les récoltes n'étaient pas complètes, et en particulier en 2021. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans nos métiers, c'est que le réchauffement climatique, il a un effet très pernicieux. Nous sommes plutôt ravis d'avoir des hivers qui sont des hivers doux, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, la plante va se réveiller beaucoup plus tôt. Bien sûr. Et du coup, effectivement, quand la plante se réveille début mars, les bourgeons vont sortir, et assez régulièrement, au mois d'avril, voire même début mai, nous pouvons être confrontés à des épisodes de gelée printanière classique. Et donc à ce moment-là, quand les bourgeons sont sortis, qui font entre 5 mm et 1 cm ou 1 cm et demi, ils sont particulièrement vulnérables. Et donc à ce moment-là, les gelées de printemps détruisent les bourgeons, et dans ces bourgeons, bien, on a les raisins qu'on était censé récolter quelques mois plus tard. Voilà. Bien sûr. Mais ce qu'il faut voir, c'est effectivement, paradoxalement, c'est clairement la douceur hivernale qui aujourd'hui nous déstabilise le plus. Oui, voilà. C'est pas les chaleurs de l'été parfois. Alors un peu, mais la vigne est quand même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la vigne, au départ, c'est une liane. Ouais. Donc c'est très rustique, c'est très résistant, et une fois qu'elle est bien implantée en terre, elle a quand même cette facilité à absorber les chocs thermiques, à condition bien sûr de ne pas la stresser encore plus, quoi. Et puis par rapport à cette vigne, effectivement, on peut imaginer une irrigation qualitative. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que l'été, on a quand même assez souvent des pluies d'orage, et parfois 2 ou 3 orages au bon moment suffisent en fait pour permettre de faire une belle récolte. Voilà. Par contre, dans le sud de la France, ça devient un vrai sujet. En Espagne, ça devient un énorme sujet. En Italie, ça devient un énorme sujet. Dans les Pyrénées,
c'est les PO, la période orientale, où il n'a pas plu depuis X temps, oui, c'est très compliqué. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc nous, on était quand même sur la limite nord d'expression du vignoble. Et bah, petit à petit, on va peut-être devenir la limite sud. Hein. Il s'est planté de la vigne dans la Somme, dans l'Oise, en Bretagne, en Normandie, aux Pays-Bas, en Belgique. Donc les choses évoluent, elles évoluent effectivement très rapidement. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en 15 ans, on a gagné un mois sur les dates de vendange. Pour nous, à Chablis, ce qui était classique, c'était des vendanges fin septembre. Maintenant, ce qui devient courant, ce sont des vendanges fin août. D'accord. Ça, c'est clair, net et précis. Et là, pour le coup, c'est déjà très révélateur. Oui, complètement. Au-delà, on va dire, des problématiques courantes de, on va dire, manque de récolte parce que à cause des gels, etc. Et donc, la question, c'est comment on fait quand on a toutes ces problématiques qui se présentent à nous, pas uniquement, on va dire, dans le présent. Comment on fait pour anticiper même l'avenir, puisqu'on sait que de toute façon, ça va continuer, on va dire, à se réchauffer. Comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des solutions à votre échelle? Alors en fait, moi je le décline à plusieurs niveaux. Déjà en termes de pilotage de la chablisienne, de l'entreprise, très clairement il faut sortir du prisme de la croissance pour intégrer la notion de durabilité et de résilience. Ça veut dire que typiquement, pendant trop longtemps à mon avis, on a mis en marché des chablis très tôt, très vite. Donc aujourd'hui il faut avoir la sagesse de les élever un peu plus longtemps, de porter plus de stock, pour justement être en capacité d'absorber ces à-coups. Typiquement en 2022, la nature a été généreuse, la récolte a été belle, on pourrait, ce serait facile de commercialiser tout de suite très vite dès 2022. Ben non, le parti pris c'est de dire, on a encore des 19, des 20, des 21, donc prenons le temps de les sortir à maturité, comprenons aussi que même si c'est un vin blanc, le chablis peut s'élever et avec le temps il va se bonifier. Et donc ça veut dire effectivement avoir tout un raisonnement autour de la mise en marché très différent de ce qu'on a pu connaître dans le passé. Ça, c'est pour la partie vraiment gestion. Et puis, pouvoir traiter les gros à-coups, hein, donc être résilient, ça veut dire aussi, entre guillemets, gérer parfois un bon père de famille, hein, avoir des fonds propres, ne Bien pas sûr. être trop endetté, du coup, être en capacité de retrouver de la mobilité quand les à-coups arrivent. Hein. Là, typiquement, on a tout eu en même temps, quoi. Hein. Ouais. On a eu le Covid, la crise climatique de 2021, la guerre en Ukraine, les pénuries de matières premières. Donc en fait, avant on a eu une succession de crises, maintenant les crises elles s'empilent. Donc c'est quand même quelque chose qui est durable, quoi. Et puis après sur les méthodes culturales, effectivement, il y a des actions à court terme, des actions à moyen terme, des actions à long terme. Sur les actions à court terme, effectivement, sur les techniques de taille, on peut s'adapter un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de tailler trop tôt, on va finir la taille le plus tard possible, et en fait, quand on va tailler le plus tard possible, le débourrement, c'est-à-dire la sortie des bourgeons, va se faire un petit peu en décalé. Donc on peut gagner une quinzaine de jours pour finalement passer cette période de début avril, qui est souvent une période critique, plus simplement. Et puis on a aussi des techniques de protection du vignoble au moment des gelées, donc des fils chauffants, des bougies, des éoliennes, de l'aspersion. Voilà, mais tout ça, je dirais que c'est vraiment... c'est du curatif aussi. Exactement, quoi, en fait. on n'est pas du tout dans le préventif, là on est vraiment dans la réaction quand le problème se pose. Et puis le troisième élément, alors ça c'est plutôt à long terme, c'est potentiellement l'évolution du matériel végétal, donc avec des variétés de cépages chardonnay qui pourraient être plus résistants à la sécheresse, qui pourraient aussi potentiellement avoir une période de dormance un peu plus longue. Voilà, mais ça c'est quelque chose de beaucoup plus long. Et malheureusement, il m'a semblé comprendre qu'il y a quelques années, certaines personnes bien intentionnées avaient détruit un centre d'expérimentation de l'INRA du côté de Colmar où il y avait beaucoup de travaux qui avaient été faits sur sur ces cépages, et je crois qu'on a perdu un petit peu de temps. Du coup. Ah mince, ouais, d'accord, ok. Ouais. Oui, donc il y a plusieurs, on va dire, pour le préventif, on essaie de trouver des solutions scientifiques, notamment sur la partie cépage, on va dire. Absolument. Après, il n'y a pas de solution miracle, hein. Malheureusement, les impacts sont là, ils sont récurrents, les aléas sont de plus en plus forts, l'intensité et la fréquence également. Ouais, bien sûr. On le sait. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on a tous un rôle à jouer, d'une part, et puis d'autre part, nourrir le monde, déshydrater le monde, ça va devenir clairement un sujet stratégique majeur. Et il va falloir surtout faire preuve de beaucoup de pragmatisme et non pas de dogmatisme, comme on peut le voir un peu trop, à mon sens, sur ces sujets-là. Voilà, très objectivement, il y a des solutions, des alternatives, mais il faut faire ça dans la concertation,
dans le respect, pour trouver les meilleures solutions. Ah, surtout quand on a autant de coopérateurs, la concertation, elle est forcément intéressante et presque obligatoire. Elle est permanente. Ouais, elle est permanente. Elle est permanente parce que, quelque part, quand on est à la tête d'une entreprise comme celle-ci, la priorité numéro 1, c'est l'intérêt général. Bien sûr. Donc l'intérêt général, c'est effectivement trouver les meilleurs compromis, tout en restant efficace. Il ne s'agit pas non plus d'être dans le renoncement permanent, mais ça veut dire qu'il faut faire preuve de pédagogie, il faut revenir parfois souvent sur certains sujets, et puis voilà, il faut du temps aussi. Bien sûr. C'est pour ça que clairement on est sur des cycles longs dans le métier, et, et peut-être un peu plus avec cette forme de gouvernance. Bien sûr, bien sûr. On arrive sur notre deuxième, on va dire, sujet de prédilection, que j'aime pas mal aussi parce que ça nous concerne nous directement chez Vinny Daily notamment. C'est la partie de s'adresser aux jeunes. C'est un défi pour pas mal de maisons. Les jeunes sont aussi en recherche de parfois plus d'interaction. Comment est-ce que tu vois ça déjà, et comment est-ce que vous réagissez vis-à-vis de ça? Alors par rapport aux consommateurs les plus jeunes, on a proposé certaines gammes un peu plus dynamiques, un peu plus originales en termes de création, avec des bagues à vis par exemple en termes de bouchage sur des chardonnays, petits chablis et chablis. Et puis l'idée c'était de les associer aussi, puisqu'on on a quand même on a des équipes qui sont très jeunes aussi à la Chablisienne. On a une moyenne d'âge qui est inférieure à 40 ans, plutôt autour de 35. Et on a une belle génération qui arrive et qui nous pousse aussi et qui nous a fait évoluer. Et puis l'autre élément qui est assez intéressant pour nous, c'est que finalement, après avoir fait un certain nombre d'études consommateurs, on a évolué aussi, puisqu'en fait on s'est rendu compte que notre consommateur était plutôt une consommatrice. D'accord. Que le chablis finalement pouvait se consommer à tout moment de la journée dans n'importe quelle condition. Il n'y a pas forcément besoin d'être à table. Il n'y a pas toute la solennité que l'on peut avoir avec certaines appellations. Donc il y a quand même clairement une forme de légèreté. Et c'est à l'image de nos vins, puisque finalement on a des vins qui sont très vifs, très frais, avec une belle tension minérale. Ce sont des vins qui sont avant tout des exhausteurs d'arômes, des vins qui ouvrent, qui éveillent l'appétit, qui éveillent le goût. Et finalement cette belle fraîcheur, c'est aussi la fraîcheur de la jeunesse, donc ça colle plutôt pas mal en ce qui nous concerne. On est clairement profil, ouais, oui, on est sur des courants porteurs qui nous sont favorables aujourd'hui. Oui, c'est ça, la minéralité qu'on évoque souvent. On est en plein dedans. Le vin blanc qui est une part aussi qui augmente dans la consommation pour les jeunes. Donc vous êtes aussi donc vous n'avez pas de gros chantiers à mener, le marché aussi tend vers des profils comme la Chablisienne, on va dire, c'est ça? Alors, je pense que le marché tend vers des profils comme la Chablisienne, mais malgré tout, on a aussi fait le job. Et de par les volumes commercialisés, c'est une interaction quand même toujours entre ce que l'on propose et ce que le marché attend. Et puis finalement, on fait peut-être évoluer, on impacte un petit peu aussi pour faire évoluer les goûts et les tendances. Ça, c'est un autre défi et un autre challenge. Mais c'est vrai que dans un contexte où, dans de nombreux pays, la tendance est clairement moins consommée, mais mieux consommée, nos produits sont parfaits parce que, en termes de style de produits, ce sont des vins qui plaisent et qui conviennent. En termes d'alcool, on n'est pas non plus sur des degrés qui sont trop élevés aujourd'hui. Ça, c'est quand même quelque chose. Même si ça doit rester un défi aussi, le degré d'alcool. Absolument, ouais. C'est très important, mais aujourd'hui, on est plutôt pas mal de ce point de vue-là. Et puis on a cette légèreté et cette liberté de ton, quoi. Chablis, c'est un vignoble assez jeune, à l'image de notre Chablisienne, certes 100 ans, mais 100 ans c'est rien par rapport à certains de nos voisins, et du coup on a toujours eu cette liberté de ton, et je pense qu'on va continuer de la cultiver en force de proposition, sur des gammes, sur du marketing, sur des styles de produits, et c'est plutôt intéressant et positif, quoi. Oui, parce que quand on agit pour la Chablisienne, étant donné, on va dire, l'impact et l'étendue de la Chablisienne aujourd'hui, on agit pour l'appellation Chablis aussi, enfin pour les appellations de Lyon de manière générale, si on prend vraiment un scope un peu plus large, je suppose. Bien sûr, clairement. À la fois la responsabilité et on va dire ce côté, peut-être pas leader, mais en tout cas écouter et regarder de part et d'autre, quoi. Premier producteur, effectivement, premier producteur de Lyon et du Chablisien, et loin devant les autres. Mais la question aujourd'hui, pour moi, c'est pas la question du volume et du leadership, quoi. Bien sûr. C'est réussir ce projet de monter en gamme, tout en restant dans cette notion de luxe accessible en termes de prix et de positionnement. Et ça, c'est clairement
Parce qu'on a plutôt bien réussi ces 4 ou 5 dernières années, puis j'espère qu'on va continuer à le faire. Un luxe accessible, et puis c'est marrant parce que tu dis pas trop le leadership, mais en même temps l'exemplarité a son rôle dans le leadership. Donc c'est aussi important de montrer, on va dire, une certaine dynamique de votre part pour toute l'appellation, quoi. C'est essentiel, et ce qui est aussi très important, et ça là-dessus, c'est aussi la force de nos convictions, c'est que clairement une stratégie dans des métiers à cycle long, il faut bien la définir au départ, et il faut surtout bien la tenir dans le temps, quoi. Bien Parce sûr. que on est dans des contextes où clairement les erreurs de stratégie, elles se payent au prix fort. Et à contrario, quand on est plutôt bien positionné, on se rend compte qu'il y a des impacts extrêmement positifs. Et j'ai un petit peu l'impression que ça commence à nous arriver. Donc c'est juste une impression. J'espère que cette impression va se confirmer en tendance. Mais c'est vrai que oui, la responsabilité, elle est là pour le vignoble dans son ensemble. C'est une évidence. C'est super. Ouais, C'est une bonne intéressant. chose. J'ai une petite série de questions que je vais te poser. Le but est très simple, soit un choix, soit une réponse courte et synthétique. T'es prêt? C'est bon. Tu as un joker. Ok. Chardonnay de Chablis ou des États-Unis? Chablis. Facile celle-là. Chablis ou Nuit Saint-Georges? Chablis. Terre ou mer? Mer. Mer? Ok. Les 7 grands crus de Chablis? Grenouille, Blanchot, Les Clos, Bougreau, Vos Désirs, Valmure. Et les Preuses. Et les Preuses. Ouais, c'est bon, on y est. Magnifique. Est-ce que tu as déjà songé à quitter le domaine des vins et spiritueux? Non. Ton plus beau souvenir œnologique? Millésime 1994 en Jéroboam, de Chablis, Grand Cru, Grenouille. Un peu attaché à Chablis quand même. Hein. Ouais. Le meilleur accord mets et vin avec une bouteille de Chablis? Les coquilles Saint-Jacques. Ça me va. Vas-tu transmettre ta passion à tes enfants? Bah écoute, j'ai un fils qui est au lycée viticole de Beaune. Mais du côté de ma compagne, ils sont aussi vignerons depuis 200 ans, donc c'est peut-être plutôt cette influence que la mienne, je ne sais pas. Et enfin, pour finir, le meilleur conseil que tu as reçu dans le monde du vin? Le meilleur conseil que j'ai reçu dans le monde du vin, c'était une anecdote assez drôle avec... on parlait des Beaujolais nouveaux, c'était quand même... avec une réception de journalistes, avec un des 2 grands patrons que j'ai côtoyés. Et le journaliste lui dit, mais alors cette année, ce millésime, qu'est-ce que vous en pensez? Alors forcément, il avait fait une description dithyrambique du millésime. Et puis le journaliste avait fini par lui dire, mais vous savez, l'année dernière, vous m'avez dit exactement la même chose. Et j'avais trouvé assez exceptionnelle la réponse, parce que je lui ai dit, oui, mais cette année, c'est vrai. Magnifique. Dernière petite question pour toi. Si on devait recevoir quelqu'un dans ce podcast, à qui est-ce que tu penses? Tu pourrais recevoir quelqu'un qui fait un bon boulot dans le pays qui est talent, c'est Jean-Marc Lafage. D'accord, ok. C'est un mec super. Je suis en contact avec Eliane notamment. Donc, bon, bah, voilà. Ouais. Enfin, Jean-Marc ou Eliane, Ouais, d'ailleurs les deux, d'accord. parce que la réussite, c'est les deux, bien sûr. Okay. Moi, je connais plus Jean-Marc. En fait, il nous a accompagnés un moment à la Chablisienne. D'accord. On est toujours en contact, et ouais, c'est une belle réussite. C'est quelqu'un de remarquable et d'intéressant. Et de très, très humble aussi, donc c'est sympa. Bon, et ben, on espère le recevoir ou la recevoir très prochainement sur le podcast. Donc, je te remercie, Damien, pour toutes tes explications, ton côté très pédagogue, qui est vraiment super agréable pour tout le monde. Et puis, on a été ravis de découvrir un peu plus avec toi Chablis et la Chablisienne en particulier. On vous remercie pour votre écoute et à très bientôt. Merci pour ton accueil.